Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui accompagnée de Leslie pour une nouvelle rencontre à cœur ouvert. Dans le cadre de cette quinzaine de la sensibilité, on souhaite donner la parole à des personnes hautement sensibles de tous les âges et tous les horizons. Notre objectif dans ces partages, c'est de mettre en lumière cette diversité des vécus, de partager des expériences, des forces et des défis, et d'offrir des pistes, on l'espère, d'inspiration pour mieux comprendre et accueillir cette haute sensibilité au quotidien. Donc aujourd'hui, j'accueille Leslie Payet et je suis ravie parce que dans ces horizons différents, ces âges différents, ben, Leslie est non seulement une personne hautement sensible, mais aussi thérapeute, coach et accompagne les personnes hautement sensibles. Donc ça va nous donner un éclairage aussi à la fois perso et pro et je suis sûre que ça va être riche pour nous. Est-ce que Leslie, tu serais d'accord pour démarrer, ben, de te présenter, même si j'ai dit un tout petit peu déjà, en quelques mots, de nous dire qui es-tu et voilà. Et que fais-tu? Eh bien, je suis donc Leslie, j'ai 37 ans. J'accompagne, comme tu l'as précisé, donc un public hautement sensible. Notamment, je leur propose de détecter s'ils sont bien hautement sensibles, euh, de quelle manière, leur singularité, de cartographier leur sensibilité. Et ensuite, je les accompagne aussi, que ce soit en thérapie ou en coaching, euh, pour voilà, dépasser certaines difficultés, certains obstacles, ou lors de changements de vie un peu difficiles. Voilà, j'accompagne les enfants, les ados et les adultes. Voilà, au sein de mon cabinet, dans le 77 à Villeneuve-le-Comte précisément. Voilà. Et du coup, toi, à titre personnel, comment est-ce que tu as découvert cette haute sensibilité? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, pour moi, ça s'est passé, on va dire que déjà petite, je sentais, j'ai toujours eu un peu ce sentiment de décalage. Notamment, voilà, on me disait que j'étais une enfant plutôt rêveuse, un peu dans mon coin. J'ai toujours été un petit peu aussi créative. Alors quand je dis rêveuse, c'est vraiment autant nocturne que diurne, hein, vraiment dans ma tête, à imaginer plein de choses, à vivre plein de choses à l'intérieur de moi étant petite. Et du coup, ça se voyait à l'extérieur que je pouvais être dans le ici et maintenant, mais aussi très bien dans mon imaginaire. Enfin voilà, tout ce qu'on pouvait me dire, tout ce que je pouvais voir, observer, pouvait m'émerveiller facilement, me faire penser à autre chose. Enfin voilà, il y avait déjà ce côté un peu différent quand j'étais petite où j'avais voilà certains intérêts et puis une façon d'être au monde qui semblait déjà un petit peu en décalage, on va dire. Voilà. Donc j'ai rapidement eu ce sentiment de décalage. Alors après, en grandissant, j'en ai pas forcément. J'ai choisi un petit peu souvent comme tout beaucoup de personnes, je dirais, hautement sensibles, mais un peu de masquer, un peu de me fondre dans la masse, de me sentir un petit peu comme tout le monde, enfin en tout cas d'agir et j'avais vraiment envie de me sentir comme tout le monde. Alors c'était pas le cas, mais voilà, en tout cas, je voulais me fondre un peu voilà, dans la masse en grandissant. Et puis, au fur et à mesure, j'ai fait, au niveau professionnel, il y a eu beaucoup de variétés dans mon parcours, mais il y a toujours eu un fil conducteur qui ont été l'humain, les émotions, l'empathie. J'ai eu un parcours j'ai été prof, et puis après, je me suis reconvertie dans la thérapie et l'accompagnement. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à découvrir, même quand j'étais prof, hein, j'ai commencé à découvrir ce concept de haute sensibilité, tout ce qui pouvait être aussi intelligence émotionnelle, intelligence multiple, euh, l'aspect aussi, le quotient intellectuel, enfin un peu toutes ces manières un peu d'être au monde, ces questionnements sur qu'est-ce que les émotions, qu'est-ce que l'intelligence, aussi tout ce qui peut être un petit peu psychophénoménologique, c'est-à-dire le vécu subjectif. Je m'intéressais vraiment à tous ces sujets. Bon, et puis comme on dit, on ne s'intéresse pas à la psychologie, à ces sujets-là par hasard. Je pense qu'au départ, c'était vraiment pour mieux me comprendre moi, pour avoir des clés, même si c'était pas conscient. Mais au fur et à mesure, ça m'a quand même donné pas mal de clés, d'indications sur mon propre fonctionnement. Et petit à petit, je me suis dit, ah mais
la haute sensibilité, ah oui, il y a plein de choses qui collent, que ce soit au niveau ben, de mes sens, l'hyperesthésie, j'ai certains sens voilà, qui sont un peu plus, on va dire, plus fins que les autres. Voilà. Après, ce côté hypercognition, beaucoup penser, faire des associations, voilà, ce cerveau voilà, qui fonctionne, qui se pose beaucoup de questions, qui a besoin d'analyser. J'étais aussi une enfant qui posait beaucoup de questions. J'étais un peu voilà l'enfant du pourquoi et puis le temps, qu'est-ce que ça signifie le temps et puis enfin, voilà j'avais plein d'interrogations les adultes se retrouvaient un peu ben je ne sais pas on verra on répondra à ça plus tard qui pouvait des fois voilà j'avais envie vraiment ce besoin de sens et puis ce cerveau voilà qui a besoin d'analyser de comprendre et après il y avait bien sûr bah, ma réactivité émotionnelle une enfant sensible, voilà, mais vraiment le grand 8 émotionnel, ça a vraiment toutes les émotions. On va dire quand une émotion me traverse, en tout cas, elle est intense. Voilà, je la vis pleinement. Autant la joie que la tristesse. On va dire que la seule que je vis un peu moins pleinement, on va dire, c'est la colère, mais ça ne veut pas dire que je la ressens pas. Elle va plus se traduire en tristesse en général. Bon, ça, c'est souvent, on va dire, statistiquement, beaucoup de femmes réagissent comme ça. Euh, bon, voilà. Donc tout ça, quand j'ai commencé à voir réactivité émotionnelle, l'hypercognition et puis aussi l'empathie, le fait d'arriver à cette sensation de comprendre l'autre, de comprendre les ambiances, en tout cas d'avoir des repères, on va dire, dans les ambiances ou dans le comportement implicite des autres et ce besoin d'observer, d'être en retrait d'abord et d'analyser tout ça, en fait, de regarder, de dire, OK, il y a cet implicite, il y a ce que cette personne est en train de dire, il y a le contexte général. Et ça, depuis toute petite, ça a toujours été comme ça, aussi loin que je me souvienne. Donc c'est vrai que je me suis dit, waouh, c'est fou comme ça a l'air de me correspondre. Et donc j'ai creusé le sujet et c'est de là en fait que je me suis dit non mais on n'en entend pas assez parler, j'aurais aimé découvrir ça plus tôt, ça avait du sens pour moi. Alors j'étais déjà thérapeute quand j'ai vraiment on va dire plus que peaufiné et que je me suis encore plus renseignée à ce sujet. Mais je me suis dit non mais là ça répond à un pourquoi puissant chez moi. Et c'est à partir de ce moment-là, bah, quand vraiment je me suis formée, que j'ai découvert, que je me suis dit là, faut vraiment que ça fasse, ce soit mon fil directeur parce que je peux en parler euh, pas que cognitivement, je peux en parler avec mes tripes, je peux donner des exemples concrets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait, je pense, en tout cas dans les retours que j'ai des personnes que j'accompagne, qui fait aussi ma force, c'est ce côté, on en revient aussi à l'empathie, hein, mais ce côté de pouvoir vraiment comprendre intrinsèquement ce que la personne hautement sensible que j'accompagne peut ressentir, même si on est tous différents dans l'expression de notre sensibilité. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je peux m'appuyer voilà sur mes exemples, mon expérience aussi, pour des fois les aider à mieux eux se comprendre, pas à chaque coup, mais des fois c'est vrai que ça m'est très utile. Voilà. Ok, ben, on va reprendre un petit peu parce que tu nous as donné beaucoup de richesse là dans cette première réponse et je te propose du coup qu'on revienne mettre le focus et qu'on zoome un petit peu sur différents éléments. Et la Mhm. première chose que j'ai envie de te demander déjà, c'est de manière simple, avec tes mots à toi, comment tu la décris cette haute sensibilité? Si tu dois juste en donner une sorte de définition à quelqu'un, qu'est-ce que tu dirais? Alors pour moi, il y a vraiment ce côté, j'ai l'impression que le trésor, on va dire, et en même temps ce qui définit la haute sensibilité, c'est ce côté d'être plus vivant. J'ai l'impression que les personnes hautement sensibles, on a cette chance, vu qu'on vit les choses de façon plus intense, au niveau des émotions, au niveau de la cognition, au niveau de nos sens, ce qui peut aussi nous amener à de l'épuisement parfois, voilà, si on fait pas attention à nos limites, à l'hyperstimulation parfois. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça me permet d'avoir une connexion au monde, aux autres et à mes ressentis beaucoup plus vivante, beaucoup plus intense, et ce qui fait que j'ai l'impression de plus en profiter quand même. Hmm. Surtout des bons moments, soyons clairs.
Mais enfin voilà, ce côté trésor, pour moi, c'est une façon d'être au monde, oui, qui est plus intense. Pour les bons côtés, c'est vraiment très agréable, quoi. Du coup, tu pourrais nous partager un petit peu comment ça se passe dans le quotidien, comment toi tu la vis, cette haute sensibilité au quotidien, comme tu as des petits exemples de comment ça se passe. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'aspect émerveillement. C'est-à-dire que j'ai une grande facilité à, à être émerveillée. Que ce soit, par exemple, je prends les transports. Alors, même si les transports, si vous entendez des animaux, c'est normal, hein. Il y en a plusieurs à la maison. Les transports, par exemple, ça peut être un moment vraiment difficile à vivre au niveau sensoriel. Mais là où j'ai trouvé aussi un point d'appui par rapport à cette notion d'émerveillement, c'est que je vais regarder les gens autour de moi. J'ai tendance à observer les gens et un peu, voilà, peut-être imaginer un petit peu leur vie. Et j'arrive à voir des petits gestes. Par exemple, enfin, je me rappelle d'un petit bébé dans les bras de son papa, des petits sourires qu'ils se faisaient l'un l'autre. Et ça, par exemple, ça va égayer mon moment. Aussi, je me souviens là, de quelque chose de très drôle dans la voiture, un feu rouge, dans un endroit vraiment, mais ça n'avait rien de très joli. Le paysage était assez plat, c'était une zone un peu industrielle. Et puis et donc ce feu avec un espèce vous voyez les bandes de champ, enfin les bandes de chantier qui étaient accrochées au feu. Et j'écoutais une musique classique en même temps, donc j'étais au feu avec ma musique classique et il y avait le vent qui faisait bouger en rythme ce- cette espèce de truc de chantier là. Et j'étais là en train de me dire, ah là là, ça bouge au même rythme. Donc c'est pour vous dire à quel point je vais saisir des choses, mais qui en vrai ne touchent personne d'habitude, quoi. Enfin, le sourire d'un enfant, ça peut toucher, bien sûr, je pense, enfin, j'espère, en tout cas beaucoup de monde. Mais en tout cas, cet exemple voilà, de truc de chantier qui vole au vent en rythme avec la musique, moi, ça m'émerveille. Voilà. Enfin, donc, je dirais déjà au niveau de l'émerveillement. Après, c'est vrai qu'au niveau émotionnel, si je devrais prendre quelque chose d'un peu plus challengeant, eh bien, c'est sûr que voilà, si je vais avoir une petite crainte par rapport à quelque chose, ben, ça va prendre une place plus importante, autant au niveau cognitif qu'au niveau de mes émotions. Je vais beaucoup me questionner, je vais pas forcément me sentir bien. Alors, c'est vrai qu'avec le temps, j'ai appris à réguler ça, mais sur le moment, ben, ça arrive. Je suis hautement sensible, donc c'est intense quand ça arrive. Après, enfin, j'ai des outils que je mets en place pour le réguler. Ça va être voilà des peurs un peu plus intenses qui vont demander peut-être parfois un peu plus de temps à réguler. Comment ça se traduit aussi? Bah, ça va être au contact des autres. Je vais avoir cette intuition maintenant avec le temps. En tout cas, j'ai cette impression que je peux faire confiance à mon intuition. Que si j'arrive, je sais pas, dans une fête où il y a des nouvelles personnes, mais encore une fois, sensoriellement, ça peut pas être très évident toujours. Mais par exemple, bah, je vais observer et je vais rapidement sentir avec qui je peux m'entendre, avec qui je peux essayer de créer du lien. Et en général, ah bah, là maintenant, je dirais que j'ai tellement peaufiné ce truc-là que c'est plus facile que quand j'étais ado, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est aussi voilà, un autre avantage, on va dire, pour moi, de la haute sensibilité. Je trouve ça hyper chouette comment tu nous les partages parce que souvent, dans la grande sensibilité, on va toujours aller pointer d'abord les choses peut-être plus difficiles ou plus challengeantes. Et je trouve que ça fait vraiment du bien d'entendre des personnes comme toi qui viennent en premier nous montrer. Finalement, bah, il y a l'émerveillement, mon intuition, elle me permet de mieux m'intégrer là où je vais, etc. Ça fait du bien de l'entendre. Merci. Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure dans le comment tu as reconnu cette haute sensibilité pour toi. Tu as un petit peu parlé de l'enfance comme ça et du chemin. Euh, Est-ce que tu as envie de compléter du coup sur vraiment ce cheminement, comment ça s'est vécu? Est-ce qu'il y avait des différences majeures entre comment c'était vécu dans l'enfance, la transition de l'adolescence et puis du coup aujourd'hui avec la vie d'adulte?
Est-ce qu'il y a des éléments fondateurs pour toi en lien avec cette sensibilité? Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, si je devais ajouter quelque chose, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé personnellement, en tout cas moi, ce qui a été, euh, ce qui m'a permis aussi de comprendre que j'avais cette haute sensibilité et en même temps de bien la vivre, c'est que j'ai un attrait particulier pour l'art. J'ai par exemple commencé la danse très tôt, à l'âge de 3 ans. Et donc, j'avais des espaces, et comme je le faisais sur beaucoup d'heures par semaine, hein, vraiment pendant 20 ans, j'ai pratiqué la danse à raison d'à peu près 10 heures par semaine. Donc, j'avais vraiment des espaces d'expression, euh, en fait, poétiques, émotionnels, avec la musique, avec le mouvement. Donc, je pense que ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée en grandissant par rapport à cette haute sensibilité. Et d'ailleurs, c'est devenu plus compliqué à partir du moment où j'ai arrêté euh, justement cette pratique. Où justement, bah, je voulais à la base en faire mon métier. Et j'ai pas forcément été soutenue en ce sens par mon entourage, donc j'ai dû trouver une autre voie qui pour moi avait un lien toujours, hein. Quand je suis devenue enseignante, ben voilà, c'est le lien de l'humain. Je veux dire, le premier mémoire que j'ai rédigé, c'était en lien avec l'intelligence émotionnelle, l'empathie et comment ça peut aider à l'apprentissage d'une langue. Enfin voilà, donc il y avait toujours quand même ce lien avec les émotions. C'est juste que je l'ai abordé pour moi, sous un autre angle. Euh, mais voilà, ça a toujours été au cœur et je pense que ça m'a soutenue et en même temps, ça m'a permis de comprendre aussi que ça m'aidait et pourquoi ça m'aidait. Euh, Enfin, ça m'a aidé aussi à mieux me comprendre. Je sais pas si ça répond bien à la question. Mais c'est intéressant parce que ça complète effectivement comme un trait d'union que depuis l'enfance, tu as pu prendre appui et du coup traverser et grandir avec cette haute sensibilité, avec un espace d'équilibre et de régulation finalement. Mm. Alors, ça n'a pas toujours été facile, hein, bien sûr, mais je pense que ces espaces-là, en tout cas, la danse a vraiment été quelque chose qui, oui, où ça m'a donné des espaces où je pouvais vraiment me sentir libre d'être dans cette expression hautement sensible, en fait, que ce soit au niveau, voilà, du mouvement émotionnel, au niveau sensoriel aussi. Ouais, ça m'a beaucoup aidé. Moi, j'ai même le mot qui me vient en tête, peut-être parfois même sauvé, entre Mm. guillemets. C'est un peu fort, mais il y a eu des moments dans mon enfance qui n'ont pas été forcément très simples et je pense que ces espaces-là m'ont permis de vraiment me soutenir, m'aider. Et plus tard, la frustration de ne pas avoir pu devenir danseuse professionnelle, j'ai abordé la sensibilité d'une façon plus intellectuelle, plus cognitive, vraiment la compréhension de l'humain, de l'humain, voilà. Et je suis revenue sur justement cette expérience de la danse pendant toutes ces années, ce que ça a pu m'apporter. Ça m'a permis, voilà, de mieux me comprendre pourquoi j'avais cet attrait-là, pourquoi ça m'aidait. Voilà. Et du coup, tu dirais, toi, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui restent challengeantes au niveau de ta haute sensibilité? Est-ce qu'elles étaient déjà là au départ ou est-ce qu'aujourd'hui, globalement, ça s'équilibre bien? Ben, les choses qui restent challengeantes, je dirais, c'est l'intensité, surtout en ce qui concerne euh, les émotions. J'ai des outils pour réguler, mais en fait, ça ne va pas disparaître. C'est-à-dire que cette intensité, même d'ailleurs au niveau de mes sens ou au niveau de mon hypercognition, c'est pas quelque chose qui disparaît, puisque c'est un fonctionnement voilà, de mon cerveau qui est comme ça. Donc c'est plutôt les clés que j'ai qui m'aident à le réguler. Mais des fois, oui, ça peut être challengeant. Ça dépend encore une fois de ce qu'on vit. Forcément, comme on va le vivre de façon intense, Mm. euh, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai nommé mon entreprise Puits de Sens, parce qu'il y a cette idée d'aller au fond du puits, quoi. Quand ça va pas, eh bien, on va vraiment au fond du puits. Sur le moment, on peut vraiment descendre très très bas, mais l'avantage, c'est qu'on peut aussi s'appuyer sur sa haute sensibilité pour remonter plus vite. Et voilà, c'est-à-dire que là où est le problème est la solution dans la haute sensibilité. Ça qui est pas mal, avec le temps, j'ai appris ça. J'ai appris que
Mais effectivement, oui, un moment où je ne vais pas bien, eh bien, j'ai mes listes de ressources et la seule chose, voilà, qu'il faut que j'arrive à faire la transition, c'est, OK, je me sens mal, mais je sais que je peux m'appuyer sur mes ressources parce que si je m'expose à un contexte, si je m'expose sensoriellement à des choses agréables, eh bien, ça va aussi changer mon état psychologique de base. En tout cas, ça va contribuer à faire que je me sens mieux. Mm. Donc, quand on a compris ça, et que on sait que c'est le moment de transition, enfin en tout cas moi dans mon vécu c'est ça, c'est de passer de l'état, on va dire difficile, compliqué à vivre, inconfortable, à un état beaucoup plus agréable. Euh, eh bien il y a juste, on sait que la petite lutte elle est là. Mm. En fait, la petite lutte, elle est juste dans la transition. Et avec le temps, ben, c'est un peu, voilà, c'est un effet un peu de, je pense qu'on on crée des nouveaux chemins dans notre cerveau qui facilitent cette transition au fur et à mesure. On renforce comme un espèce de muscle, ou en tout cas, on crée une autoroute. Au début, c'est un petit chemin tout caillouteux avec des arbres qui sont tombés devant. Et puis, à force de d'y passer, eh bien, on crée une autoroute, quoi. Donc, ça devient plus facile. Mais en fait, on peut pas enlever cette intensité. En tout cas, s'il y en a qui arrivent, moi je veux bien qu'ils me contactent et qu'on en discute, mais en tant que personne hautement sensible, on ne peut pas changer son fonctionnement. Par contre, on peut bien se connaître et avoir les bons outils et arriver à plus rapidement se mettre dans un état psychologique beaucoup plus agréable. Mm. Je suis tout à fait d'accord avec toi, j'ai la même perception. C'est vraiment l'acceptation de... C'est prendre appui sur son fonctionnement parce qu'on le comprend. Et du coup, alors on peut apprendre à vivre avec. Et là, ça devient, ça se renverse, quoi, cette transition, cette bascule dont tu parles. C'est ça, et puis c'est comme aussi si on prend par exemple bah, les sens, l'hyperesthésie. Euh, bah, quand par exemple quand on a une hyperaudition et qu'on entend des bruits désagréables, et bien le simple fait de se dire bah, j'ai mes écouteurs, je me mets ma playlist doudou, on passe le moment, enfin ça se passe mieux. C'est en ça que vraiment là où est le problème est la solution. Mm. Pour moi, c'est vraiment si on devait retenir quelque chose pour s'aider par rapport à une haute sensibilité qui pourrait être mal vécue, que ce soit depuis longtemps ou que ce soit à un moment donné, ben, c'est de se dire je peux m'appuyer là-dessus. Ben, moi, regarder des vidéos de chatons, ça me fait du bien aussi. Donc ben, pourquoi pas quand ça va pas, bon ben, je vais sur YouTube, mets une vidéo de chaton. Je dis pas que c'est magique et que ça solutionne tout, mais c'est bien de connaître ce qui nous fait du bien et de s'appuyer dessus. Parce qu'on a quand même cette porosité euh, on va dire au bon comme au mauvais, si je devais vraiment créer une dualité, voilà, blanc ou noir, mais on a vraiment cette porosité-là, donc pourquoi pas jouer dessus aussi pour se sentir mieux, quoi, s'appuyer dessus. Du coup, ça fait une belle transition. Est-ce que tu pourrais nous partager, toi, un peu, bah, t'en as déjà cité du coup certains, mais d'autres pratiques, quelles sont tes ressources, tous ces petits exemples que tu es en train de donner, toi, parce que du coup, je me dis que ça peut inspirer des gens qui ont du mal à aller prendre appui. Toi, c'est dans ton quotidien, qu'est-ce que tu as créé du coup comme routine, quelle pratique tu as en ce sens? S'il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est tout ce qui va être écriture thérapie ou écriture tout court. Parce que c'est vrai que quand on pense beaucoup, qu'on a un esprit qui a envie un peu tout d'analyser, qui a tendance peut-être à partir loin, à aller parfois, après ça dépend si en plus de la haute sensibilité, on a d'autres profils atypiques. Mais c'est vrai que l'écriture, ça m'a beaucoup aidé à me recentrer, à comprendre mon intuition, à mieux gérer aussi tout ce qui pourrait être empathie affective, porosité émotionnelle aux émotions des autres, aux ambiances, à m'en protéger, à arriver à faire le tri à qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce qui vient, enfin, qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce qui vient de l'autre, Mm. faire le tri. En fait, ça ralentit un peu cette pensée qui peut être foisonnante, être très riche. Alors, ça a beaucoup d'avantages, mais des fois, ça peut prendre beaucoup d'espace et causer des petits problèmes d'endormissement, par exemple. Donc, l'écriture, oui, c'est un vrai, tu me parlais de rituels, oui, c'est un petit rituel que j'ai quasi quotidiennement, ou du moins quand ça va pas ou quand ça va vite dans ma tête, de me poser, de me recentrer. Ok, je veux devenir
Je ne veux plus être victime, entre guillemets, de toutes ces pensées qui m'inondent à ce moment-là, qui peuvent être une espèce de tambouille entre euh, mes émotions, la suranalyse, une pointe d'hypervigilance, pourquoi pas en plus associer un petit peu d'anxiété, enfin bon, une espèce de petit cocktail là. Et en tout cas, chez moi, alors je dis pas que ce sera le cas de tout le monde, mais je trouve que l'écriture aide à devenir observateur de ça et moins victime. Et avec le temps, ça m'a beaucoup aidé. Et je parlais tout à l'heure de l'intuition, de remarquer voilà, les personnes avec qui je pourrais m'entendre ou moins m'entendre. Et c'est vrai que l'écriture, ça m'a beaucoup aidé à développer justement cette intuition-là aussi. Je serais curieuse de savoir pour toi, du coup, si le fait d'avoir mis un mot comme dire bah voilà, mon fonctionnement relève de cette haute sensibilité, ça a changé quelque chose pour toi? Est-ce que ça a créé une différence? Et si oui, qu'est-ce que ça a apporté de différent pour toi ou de plus? Alors pendant longtemps, moi j'ai été contre toute labellisation, étiquette. J'avais pas envie d'être rangée dans une case. Parce que pour moi, l'humain est beaucoup plus complexe qu'une simple étiquette. Je le pense toujours aujourd'hui, mais je pense que l'étiquette peut vraiment être un soutien dans cette phase d'acceptation de son fonctionnement et de compréhension de son fonctionnement. Forcément, quand on a l'étiquette, ben, on peut creuser le concept, le sujet, on peut lire des bouquins qui sont en lien, trouver des outils qui peuvent nous aider, des thérapeutes qui peuvent nous aider, des formations, enfin plein de choses voilà, qui peuvent nous renseigner sur notre façon d'être au monde. Donc, je pense qu'elle est utile à ce moment-là. Et après, une fois qu'on a compris, bon, on n'est pas obligé de la garder si on veut pas, voilà, le cri haut et fort, je suis hautement sensible. Bon, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, plus on va communiquer là-dessus et plus d'autres personnes aussi vont peut-être bah, se reconnaître, mieux se comprendre. Bon, je dirais que l'étiquette est vraiment utile dans la phase, pour moi en tout cas, d'acceptation. Hmm. Ouais, je comprends. Moi aussi, je te rejoins là-dessus. Ça permet de se reconnaître. Et après, on peut prendre appui et avancer et pas s'enfermer, en fait. Mm. Et je trouve que c'est une belle transition vers une question plus élargie par rapport à notre société, notre monde d'aujourd'hui. Toi, qu'est-ce que tu aimerais que ce monde, cette société, elle comprenne mieux à propos de la haute sensibilité? Ça serait quoi ton rêve par rapport à ça? Alors pour moi j'aimerais, alors c'est peut-être très utopiste, hein, mais vraiment un changement culturel sur la sensibilité. Je trouve qu'aujourd'hui c'est encore trop vu comme de la vulnérabilité. Euh, enfin, je ne peux pas comprendre par exemple que le fait de pleurer ce soit vu comme une faiblesse. Enfin, je veux dire c'est simplement humain. Le fait de pleurer, voilà, nous soulage aussi. Enfin, je veux dire si ça, c'est une réaction physiologique du corps. Enfin, il n'y a rien de plus. Il n'y a pas un jugement à porter à ça. Donc, je pense que la société, voilà, devrait évoluer par rapport à cette vision aussi de la sensibilité perçue comme une faiblesse. Et je pense aussi que c'est une richesse pour l'humanité. Moi, je pense que les personnes hautement sensibles, quelque part, on est là aussi, entre guillemets, si on devait donner un sens à notre existence et fonctionnement un peu en décalage de la majorité, ben, quelque part, on est là pour rappeler à l'humain qu'il est un être humain. Mm. Que voilà, il a des émotions, il a des sensations, voilà. Enfin, je trouve que les personnes hautement sensibles permettent, en tout cas au monde, de rappeler ça. Souvenez-vous, voilà, on est des êtres humains parce que souvent, nous, on a plus besoin de bienveillance, d'empathie, on crée du lien, on a tendance à faire confiance. On est vraiment sur des valeurs humaines, que, voilà, un certain universalisme, je dirais. Et c'est vrai que dans notre société, parfois, on peut clairement se questionner. Voilà, je pense que il n'est pas nécessaire que j'en dise plus pour qu'on me comprenne. Je crois que le message est passé. Donc oui, ça serait vraiment, j'aimerais bien voir un changement un peu culturel sur la sensibilité en général et sur le rapport aux émotions, la sensibilité. Et pour terminer en douceur ce rendez-vous à cœur ouvert, si tu avais en face de toi une personne qui est en train de découvrir sa haute sensibilité, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Tout simplement. J'aimerais lui dire que
Peut-être qu'aujourd'hui, pour elle, dans le cadre où ce serait mal vécu, elle voit ça comme un fardeau, mais qu'en fait, c'est un peu comme une pièce où on a pile ou face. Il suffit bah, de savoir la retourner, en fait, pour voir qu'en fait, je peux m'appuyer aussi sur ça pour bien le vivre, comme je le disais tout à l'heure, souvent là où est le problème dans la haute sensibilité ou ressenti comme un problème, parce qu'au final, c'en est pas un. Mais là est aussi la solution. Donc en fait, c'est juste de se dire, bah, peut-être que j'ai juste à retourner cette pièce pour arriver à voir l'autre côté qui en fait bah, est un trésor. Voilà. Merci beaucoup. J'aime bien terminer sur des... C'est toujours beau de terminer par cette question-là parce qu'à chaque fois, on sent que les personnes, elles y mettent leur cœur et leur tripes pour donner ce mot aux autres grands sensibles. Et ben, j'aime bien qu'on termine du coup sur cette notion de trésor, effectivement, à aller découvrir et à oser montrer. Donc un grand, grand merci à toi, Leslie, de t'être prêtée à ce jeu Merci de Marie. l'interview. Et j'espère que toutes et tous, ben, vous aurez pu piocher ce qui vous aura parlé, aura résonné avec vous et vous permettre de continuer ce beau chemin de réconciliation avec cette grande sensibilité. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.